Salut les jeunes, c'est Melkor et on va parler des meilleurs films de la décennie 2010-2019. Bon, techniquement, la décennie ne prendra fin qu'au 1er janvier prochain, mais bon. On va pas épiloguer. Plutôt que vous fournir un véritable classement, j'ai décidé de vous donner un film par année de 2010 à 2019. Et c'est là qu'intervient un petit problème, à savoir de quand date un film. Faut-il tenir compte de la date de production, laquelle peut s'étaler sur plusieurs années? Faut-il plutôt retenir la date de sortie? Et là c'est pareil, un film peut sortir sur le territoire nord-américain une année et en France une autre. Et vice-versa. J'ai donc fait en fait au fil de l'eau et un peu comme j'ai pu. Et commençons sans plus attendre par l'année 2010. En 2010, j'ai retenu Inception de Christopher Nolan. C'est un film qui a donc 10 ans cette année, qu'on ne présente plus, vous le connaissez largement, qui a été objet de multiples débats, notamment concernant la fin, même si chez moi, enfin en ce qui me concerne, la fin d'un film, c'est pas juste la dernière image, hein, c'est le dénouement de son intrigue. Le coup de la toupie, pour moi, ce n'est pas la fin du film, c'est juste une petite conclusion ouverte. C'est pas réellement la fin du film. La fin du film, c'est le fait que Dom Cobb, rentre aux États-Unis. Ça, c'est la fin, il retrouve ses enfants. Le fait de. Et l'inception est réussi. Le fait de voir la toupie tourner ou tomber, ça, c'est juste un point de suspension à la fin d'une phrase. Ce n'est pas une phrase en elle-même. Voilà ce que j'aurais envie de dire très brièvement sur Inception. Voilà, un film qui m'a beaucoup plu quand il est sorti. Je vais essayer de ne pas fracasser le pied du micro. Vraiment un film qui m'avait vraiment beaucoup plu à sa sortie, avec une certaine richesse, pas mal de thèmes intéressants. Graphiquement, je trouve ça très beau. La pellicule utilisée, enfin voilà, l'éclairage, la cinématographie, ça y est, la photographie, ça y est. J'ai un petit peu de mal, excusez-moi. La photographie du film, je trouvais plutôt pas mal, assez cool, assez classe. Et toujours avec une certaine sobriété, comme on le retrouve chez ce bon vieux, je vais y arriver, chez ce bon vieux Christopher. Voilà pour l'année 2010. Passons donc à 2011. En 2011, donc, je retiens Drive de Nicolas Winding Refn. Alors là, pareil, on a un film qui, plastiquement, même pareil, encore plus, est plastiquement extrêmement abouti. On connaît le cinéma de Refn, qui est toujours esthétiquement extrêmement abouti, une photographie vraiment magnifique. C'est vraiment paradoxal, j'en parlais avec un collègue il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est daltonien. Donc c'est très étonnant de le voir vraiment avec des couleurs aussi puissantes. Et un récit vraiment assez simple, assez sobre, assez accessible, puisque le cinéma de Refn n'est pas forcément non plus le plus accessible du monde. Avant, il y avait eu Bronson, il y avait eu Valhalla Rising. C'est pas des films forcément hyper abordables. Drive, lui, est extrêmement abordable et c'est sûrement la raison pour laquelle c'est son film le plus connu. Et il m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que c'est un film festival qui me laissait un peu dubitatif au vu des bandes annonces. Moi, les films de bagnole, j'ai plutôt horreur de ça. Et j'ai de la chance, ce n'est pas un film de voiture. De toute façon, au bout de 2 minutes, j'étais conquis. C'était vraiment fantastique. Je pense que le moment où j'ai su que j'étais devant un gros film, c'était le passage où ils vont dans les canaux asséchés, comme dans Terminator 2. Là. Ça, avec la musique The Real Hero, là, je sais plus qui c'est qui l'a fait. Là. Vous mettrez ça dans les commentaires. Mais moi, ça m'a énormément plu. Et le film, vraiment, avec une violence, des éruptions de violence assez hallucinantes. Vraiment, super film. Si vous l'avez pas vu, franchement, foncez. Drive de Nicolas Winding Refn. 2012, si vous me connaissez bien, vous vous doutez déjà du film que je vais citer. John Carter de Andrew Stanton, produit par les studios Disney, donc en 2012. Film qui n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité. Vraiment un blockbuster d'aventure absolument incroyable. Maintenant ça fait 8 ans qu'il est sorti, les effets spéciaux restent complètement valables. Il pourrait sortir cette année dans le même état. Impressionnant. Là pareil, un gros travail sur la photo. Et un récit d'aventure, une épopée vraiment géniale. Des films comme on n'en fait plus, ce qui explique peut-être aussi son relatif insuccès. Et par ricochet, les problèmes qu'on a peut-être avec la réception, la production et la réception des nouveaux Star Wars. Puisque les Star Wars, ça ressemble beaucoup à un Star Wars dans ce film quand même, confère la vidéo de Nexus 6 sur le sujet. Dans ces Star Wars et ces films comme John Carter sont les films d'aventure au premier degré. J'ai pas l'impression que notre époque soit vraiment axée, même si les réseaux sociaux pourraient laisser penser le contraire, sur le premier degré. Maintenant, on est quand même beaucoup dans l'ironie, dans la dérision. C'est un petit peu plus délicat quand on veut faire des personnages plus archétypaux.
Voilà, ce n'est que mon avis. Un film absolument génial. Il y aurait dû y avoir 2 suites. Ça n'a pas été le cas, hélas. C'est vraiment dommage. Bon, 2012, année charnière hein, pour Disney, qui a donc cet échec de John Carter. Le PDG démissionne. Il rachète Star Wars. Et il y a Avengers, la tournante Avengers, qui convainc définitivement Disney de lancer un très gros MCU. Voilà, John Carter, juste fantastique. En 2013, pour moi, il n'y a pas vraiment eu débat, même si j'aime beaucoup Django Unchained, qui est vraiment un film que je trouve absolument formidable de Tarantino. C'est Gravity que je choisis, Gravity de Alfonso Cuarón. Je ne suis pas forcément un immense défenseur de Cuarón au départ, même si son Harry Potter est à mon avis le meilleur, même si je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas vu tous les Harry Potter, je me suis arrêté au 4e ou au 5e, je sais même plus. Je suis pas vraiment un très grand fan des Fils de l'Homme, même si techniquement c'est un film extrêmement abouti. Je le trouvais plutôt chiant et pas très intéressant. Les thèmes ne me plaisent pas, ne m'intéressent pas forcément. Mais alors Gravity par contre j'ai été convaincu en quelques secondes, il n'y a pas de problème. Fantastique tour de force de Cuarón. Film passionnant. Quand je me suis acheté le Blu-ray, j'ai regardé tous les jours pendant 10 jours. Vraiment un film absolument incroyable. Évidemment que sur un grand écran et en 3D, c'est plus intéressant. Mais même là-dessus, c'était pas mal. Hein. Ça reste complètement valable. Un film vraiment très profond, qui parfois a été relativement incompris, c'est possible aussi. Des gens qui se sont ennuyés, bon écoutez. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant comme film. Et le plan séquence du début, c'est quelque chose d'assez incroyable. La construction de ce film, la production du film, c'est vraiment assez intéressant à voir dans les bonus du DVD Blu-ray, si vous pouvez voir ça, c'est vraiment pas mal. Il m'a beaucoup plu ce film, Gravity. Vraiment, je trouvais extrêmement impressionnant. Pour l'année 2014, je pourrais choisir la facilité, retourner vers Christopher Nolan et l'espace en choisissant Interstellar. Interstellar, bien sûr, qui est un film que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais je vais plutôt... faut que j'arrête de frapper le micro là. Je vais plutôt vous choisir 12 Years a Slave, pas facile à dire, de Steve McQueen. Un film vraiment important, il me semble. Construction assez classique, c'est sûrement son film le plus classique dans sa construction, même si c'est pas un metteur en scène particulièrement exubérant. Quelqu'un de très très sobre, Steve McQueen dans sa réalisation. Et j'ai beaucoup aimé. Notamment Hans Zimmer pour les musiques. C'est vrai que j'ai pas parlé des musiques des films précédents qui sont toutes très réussies. Et là, Hans Zimmer, plutôt en retenue. Vraiment très intéressant. Les performances d'acteurs assez dingues. Mention spéciale à Lupita Nyong'o qui a quand même été propulsée par ce film. On l'a un petit peu oublié. C'est vrai que quand on parle des films qui traitent un petit peu du sujet des minorités et de leur histoire, on oublie un peu ce film-là alors qu'il n'est pas si vieux que ça. Il est 2014. Il y a quand même eu l'Oscar du meilleur film. Il n'est pas passé inaperçu quoi. C'est quand même un film important quoi. C'est pas rien. Lupita Nyong'o, donc fantastique actrice qu'on a vue dans d'autres films, par exemple dans la nouvelle trilogie Star Wars. Largement sous-utilisé, c'est un peu con d'avoir déjà lui faire de la performance capture alors qu'on a quand même Lupita Nyong'o. Je trouve ça un petit peu triste, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon bref, c'est un autre sujet. Michael Fassbender est formidable, Paul Dano, bien sûr l'acteur principal, Chiwetel Ejiofor, c'est pas toujours facile à dire. Film vraiment bien et important, je pense, à retenir, un film à retenir pour montrer aux jeunes, des choses comme ça. Avec évidemment la fameuse scène vers la fin, ceux qui ont vu comprennent de quoi je parle, qui est assez hallucinant. Franchement, pendant toute la scène, je me suis demandé quand est-ce qu'il allait couper, quoi. Et en fait, il ne coupe jamais. Et il vous force, le réalisateur, à regarder la vérité, regarder la réalité de ce qu'a été l'esclavage aux États-Unis au 19e siècle, en pleine figure. Aux États-Unis, bien sûr, ailleurs, parce que ailleurs c'était pareil, évidemment. Si vous aimez le cinéma Steve McQueen, je vous recommande le film qu'il a fait précédemment, avant 12 Years a Slave, à savoir Shame. Voilà, Shame, un sacré uppercut lui aussi. Pour l'année 2015, année de retour de Star Wars, de Jurassic Park, de Terminator, l'effroyable Genesis, l'épouvantable Genesis. Bon, le retour réellement réussi, bien sûr, c'est celui de Mad Max dans Fury Road. Un de mes films préférés. Vraiment, pareil, une esthétique hyper intéressante, que ce soit dans sa version cinéma, donc en couleur, avec des couleurs vraiment très intéressantes, ou dans sa version black and chrome. Et vraiment formidable aussi, je vous la conseille également. Vraiment un film avec, pareil, comme Gravity, énormément de thématiques, énormément de choses intéressantes.
Pas seulement dans la réalisation, mais aussi dans le montage, dans le découpage, plein de choses vraiment super. Très gros casting également, et de l'action de folie. Franchement là, c'est pas loin d'être parfait quand même comme film. La régalade, voilà. Je vois pas vraiment comment en parler mieux, j'en ai déjà souvent parlé. Bon, Mad Max Fury Road, indispensable. Pour l'année 2016, je choisis le film de David Mackenzie, Comancheria. Alors en anglais, il a un autre nom. Alors ça aussi, on pourra en parler de la traduction en français des titres anglais. Donc c'est Hell or High Water, qui a été traduit en français, avec des guillemets, par Comancheria. Vraiment un film, un néo-western, pourrait-on dire. Et c'est un western. Des pilleurs de banque au Texas poursuivis par des Texas Rangers. Il n'y a pas plus western que ça, quoi. Là, on est complètement dans un western. C'est pas parce qu'il y a des pick-up à la place des chevaux que c'est moins un western. Donc un film pareil avec beaucoup de thèmes, beaucoup de choses, un film très très dense, notamment sur les crises financières, le milieu bancaire qui détruit un petit peu les terroirs, hein, pourrait-on dire, les territoires et les terroirs. Cette économie financiarisée qui détruit des familles, et avec des gens qui se retrouvent forcés, déjà qui étaient un petit peu borderline, puisqu'il y a quand même une question d'un parricide dans le film, en filigrane. On a donc ce milieu un petit peu rural, un petit peu délaissé, dans lequel évidemment ça peut pas mal exploser. Il y avait Out of the Furnace, les Brasiers de la colère, qui est dans un domaine un petit peu différent, quoique pas si différent finalement. Pouvait aborder des thèmes pas trop éloignés. Avec Comancheria, un film de braquage, et un polar hard-boiled, si on veut. Polar urbain, mais au Texas, voilà, donc pas vraiment en ville. Super film, à voir absolument. Ah, et en 2017, quel film choisir donc pour 2017? Pas évident, j'ai longuement hésité. Je vais donc choisir, par pur esprit de provocation, je crois, parce que comme vous le savez peut-être, je ne nage jamais aussi bien qu'à contre-courant. Je vais choisir Les Derniers Jedi, Star Wars 8, réalisé par Rian Johnson. Peut-être, déjà, sûrement le meilleur Star Wars produit par Disney, et le meilleur Star Wars produit depuis longtemps. Allez savoir même, peut-être depuis toujours. Un film assez dingue, assez improbable. Quand on réfléchit au système hollywoodien actuel, c'est un petit peu une anomalie ce film. C'est assez dingue. Il m'a énormément plu, je trouve qu'esthétiquement c'est un film extrêmement abouti. Dans le monde des blockbusters, c'est l'un des plus aboutis et de très loin. Et dans les thèmes qu'il peut aborder aussi, dans les possibilités qu'il laisse entrevoir. Hélas, ça n'a pas forcément été suivi d'effets plus tard, mais c'est pas forcément c'est pas forcément gênant non plus finalement. Ces films peuvent se voir de manière indépendante, hein, je parle des films de la nouvelle trilogie, mais ceux de la trilogie originale, ils fonctionnaient déjà un petit peu comme ça. Bon, la seule qui est censée fonctionner comme une vraie trilogie, c'est la prélogie, mais bon, en fait, on sait bien qu'elle ne marche pas du tout, donc bon, c'est pas forcément mieux. Bon, qu'importe, hein. Star Wars 8, donc voilà, bah, comme tous les Star Wars, un film d'aventure, une aventure relativement romanesque. On rejoint un petit peu ce que je veux dire sur John Carter, même si celui-là, bien sûr, comme c'est un Star Wars, était mieux reçu. Et ce personnage de Kylo Ren, Ben Solo, interprété par Adam Driver, qui nous a tous explosé la figure là, mais c'était vraiment fantastique. Bon, je vais pas forcément revenir là-dessus, on pourrait faire des émissions de 3 heures sur chacun de ces films, et notamment sur celui-là, avec ses liens avec le reste, bref. Star Wars 8, ouais, franchement en 2017, la grosse claque. Et on arrive en 2018 avec le film de Scott Cooper, d'ailleurs qui avait fait Out of the Furnace, hein, Les Brasiers de la colère, avec le même acteur, Christian Bale, choisit donc Hostiles, avec l'accent, donc avec Wes Studi et Rosamund Pike, notamment. Il y a un peu plus de monde que ça, quoi. Il y a même Timothée Chalamet qui fait un petit passage avec son délicieux accent français, et qui jure même en français, ce qui est assez rigolo. Ouais, comme Omar Sy dans Jurassic World, en VO il se permet de jurer en français sans qu'il y ait de censure, c'est quand même rigolo. Hostile, là un vrai western, là on est vraiment au 19e siècle. Des gens comme ça en état de siège, ils se déplacent mais ils sont comme en état de siège. Vraiment formidable, un film très sec, sans pitié pour le spectateur. On ne vous épargnera rien. La scène d'intro donne le ton. J'ai trouvé que tout était formidable. Les paysages, les acteurs,
l'action, la violence, enfin bref, les thèmes abordés. Vraiment, je trouvais ça fantastique, fantastique. Et c'est vrai que je suis un petit peu retourné dans une période un peu western là. Et là, c'est vraiment peut-être le film qui symbolise le plus ça en ce moment, là, ce petit renouveau du western. Il y en a d'autres, il y a Brimstone. Vous voulez parler d'un film féministe? Allez voir Brimstone. Y a pas de souci. Mais il y a aussi un film comme The Dark Valley, un western autrichien qui est pas mal du tout. Vraiment, ce film Hostiles, impressionnant aussi. Là, je suis resté comme un con devant. Vraiment, super, super, super film. Je vous le recommande chaudement également. Hein. Donc, on a un officier de la cavalerie américaine qui va devoir escorter un Indien, un vieux chef indien qui va mourir et qui est prisonnier de guerre, qui va devoir être escorté jusque dans les terres qui ont été accordées à sa tribu, une réserve où ils sont parqués. Et donc, c'est ce voyage que l'on va suivre. On va dire que la cohabitation entre les deux va pas être hyper évidente. Voilà. À voir absolument. Et enfin, pour l'année 2019, et sans grande surprise, je choisis le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Un film qui m'a énormément plu. Une ambiance formidable. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, j'ai vu au MK de bibliothèque Day One, je crois, ou Day 2, je sais même plus comment on dit dans la novlangue macroniste de nos jours. Donc le mercredi ou le jeudi, je sais plus. Et grosse ambiance dans la salle, franchement c'était génial. Franchement là, aller au cinéma quand c'est comme ça, moi c'est tous les jours, pas de problème. C'est rarement le cas quand même. Hein. Et franchement là, la régalade encore ce film. Les acteurs au top niveau, la réalisation, tout ce qui fait le cinéma, parce qu'on a vraiment du cinéma. J'ai essayé dans ce top de défendre des films de cinéma quoi, qui proposaient de la mise en scène et des choses comme ça. Bah là on y est quoi, là on y est. Et donc ouais, ce n'est pas un film d'action, c'est une évocation de ce Hollywood. Et une évocation qui propose même des alternatives. On pourrait, pareil, débattre très longtemps du sens qu'on peut accorder à ce film. Ce film dans lequel un western est tourné, alors que le film lui-même, le film dans lequel il y a un film, le film 1, si on veut, devient un western. À un moment, quand il va le personnage de Cliff Booth va au Spawn Ranch, ça, on est complètement dans du western, quoi. On est complètement dans du western. Et mention spéciale aussi au lance-flammes de Tchekhov. Hein. Les vrais savent, les vrais savent. Voilà ce que j'aurais à dire extrêmement brièvement sur ces films. Voilà, c'est les films qui m'ont plutôt marqué cette décennie. Je vous ai pas fait des énormes speeches sur chacun, parce que des tas de gens très compétents l'ont fait. Voilà, je vous renvoie vers ces vidéos, ces blogs, ces machins. Vous savez faire des recherches, hein, si vous pouvez regarder cette vidéo, c'est que vous avez internet, vous êtes donc capable de retrouver ça par vous-même. C'est toujours plus satisfaisant également quand on retrouve les choses par soi-même. Voilà ce que j'aurais à dire. Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2020. Prenez soin de vous et vive le cinéma. Ciao, bye!